Il s'agit d'un volet particulièrement stratégique et ce, à plusieurs égards. D'une part, parce que le secteur des transports est le premier secteur émetteur de CO2 en France. Il est responsable de 31% des émissions de gaz à effet de serre. Au surplus, ce secteur fait figure de mauvais élève d'après le Haut Conseil pour le climat. Le secteur des transports est le seul secteur en France dont les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté depuis les années 1990. D'autre part, parce que certaines des mesures envisagées auront des conséquences concrètes sur la vie de nos concitoyens et sur leur liberté de se déplacer. Je pense par exemple à l'article 27 qui prévoit la mise en place de nouvelles zones à faible émission dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants et des restrictions de circulation importantes dans les ZFE créées par la LOM, ce qui aura pour conséquence une réorganisation de nos mobilités en zone urbaine. J'en profite pour souligner qu'au-delà du transport de voyageurs, ce projet de loi prévoit aussi des mesures relatives au transport de marchandises. Transport qui a souvent été un angle mort des politiques de mobilité. Les rapporteurs de la mission d'information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux, qui doit rendre ses conclusions la semaine prochaine, souhaiteront sans doute vous interroger à ce sujet. Avant de vous céder la parole, je souhaite vous interroger sur 3 points du texte. D'abord, je souhaiterais vous entendre sur l'articulation entre le projet de loi et les différentes missions ou réflexions en cours sur les transports. Je pense par exemple aux travaux sur la stratégie pour le développement du fret ferroviaire, sur la transition énergétique du transport routier ou encore à la mission relative à la logistique urbaine durable. Il me semble que ces travaux sont en lien direct avec certaines des dispositions envisagées par le texte. Dès lors, est-il envisagé d'en remettre les conclusions sous peu afin de nourrir l'examen du projet de loi du Sénat? Ensuite, pourriez-vous revenir sur la portée concrète des mesures programmatiques inscrites dans le titre « Se déplacer » du texte? Je pense notamment à l'article 35 relatif au prix du carbone sur le transport aérien et donc on se demande au vu de sa rédaction et de nombreuses conditions posées, dans quelle mesure il sera réellement applicable. Enfin, et cela, Monsieur le Ministre, ne vous étonnera sans doute pas, pourriez-vous nous donner des détails sur le dispositif prévu à l'article 32 qui, je dois vous l'avouer, Monsieur le Ministre, nous laisse un peu sur notre faim. Il est question d'une contribution régionale sur le transport de marchandises qui serait basée sur une expérimentation du transfert des routes aux régions. Nous ne connaissons pas, bien entendu, les tenants et les aboutissements à ce stade, pour une simple raison, que cette expérimentation relève d'un autre texte, le projet de loi 4D, qui n'a pas encore été déposé. L'article fait par ailleurs référence à des contributions régionales, mais aussi départementales en cas de report de trafic. Pourriez-vous nous aider à y voir plus clair sur le dispositif envisagé? Monsieur le ministre, je vous cède désormais la parole avant de donner la parole à Philippe Tabarot, qui est rapporteur au titre de la loi climat sur le titre « Se déplacer ». Monsieur le ministre, je vous cède la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je vais essayer d'être succinct pour laisser un peu de place au débat et peut-être d'abord faire un court propos de cadrage avant de répondre le plus exactement possible à vos questions. Bon, d'abord vous dire que l'examen de ce projet de loi s'inscrit dans la continuité de la politique du gouvernement. Vous avez cité la part que prend le transport dans les émissions de gaz à effet de serre et nous avons très largement d'abord soutenu le développement du mode ferroviaire dont on sait que par structure, par construction, il est plus écologique que les autres modes. Je crois que le plan de relance traduit bien nos ambitions. C'était 11 milliards sur les 100 milliards du plan du gouvernement, dont 5 milliards peu ou prou pour le mode ferroviaire. Nous avons au global, sans revenir sur l'ensemble de l'action menée depuis 2017, déjà engrangé quelques résultats. Je prends comme exemple la part des véhicules électriques, x4 en un an, le nombre de pistes cyclables sécurisées, plus 30% en 4 ans, ou encore l'investissement au sens large dans les infrastructures de transport, plus 50% depuis 4 ans. Donc cette politique de moyens avec des premiers résultats. Peut-être un mot sur le contexte, qui est un contexte particulier, puisque nous vivons dans le champ des transports, et notamment des transports particuliers et du transport en commun au sens large, à la fois la crise économique la plus grave, la plus profonde, et en même temps, si je puis dire, la plus grande transformation technologique que ce secteur n'a pas connue depuis peut-être maintenant plus de 50 ans. Je pense notamment à l'électrification des véhicules particuliers. Et donc la mauvaise façon de répondre, c'est de répondre qu'à la crise, sans investir massivement sur la transformation technologique.
Et l'autre façon de répondre, c'est effectivement de ne pas suffisamment amortir la crise avec le dégât social, les dégâts sociaux que cela pourrait engager. Nous avons reçu les propositions de la Commission, 42 mesures sur le titre 3. Nous avons d'ores et déjà traduit 27 mesures, soit sous l'angle du plan de relance, soit dans les projets de loi de financement rectificatifs ou initiaux, ou encore un certain nombre de mesures par ce texte ou de façon réglementaire. Peut-être vous dire quelques mots sur les principaux enjeux avant de répondre à votre question. Le principal enjeu, parce que c'est le gros des émissions, c'est évidemment la transition des véhicules particuliers. Je regardais quelques chiffres il y a quelques jours, mais on annonce d'abord que la transition va être beaucoup plus rapide que prévu. Et la plupart des prévisionnistes disent maintenant qu'en 2030, nous aurons 50% des véhicules vendus au niveau mondial qui seront des véhicules électriques à batterie. C'est évidemment beaucoup moins dans les projections d'il y a 3 ans, mais je le dis à nouveau ici. Cette transition va être extrêmement rapide et il faut que la France prenne sa part et que les industriels, les constructeurs français soient pleinement au rendez-vous. Pour ce faire, nous avons, j'en dis un mot, accéléré notre politique de déploiement des bornes de recharge. Un mot, nous avons aujourd'hui 540 000 bornes de recharge installées chez les particuliers et dans les entreprises, là où nous avons 90% des recharges. Et nous avons, vous le savez, ce plan des 100 000 bornes d'ici 2022, à la fois sur les grands axes routiers et autoroutiers, de manière à faire ce qu'on appelle l'itinérance, c'est-à-dire donner confiance à l'utilisateur. Le soutien au vélo, je reviendrai peut-être au gré des questions, mais c'est évidemment un sujet très, comment dirais-je, important pour nous. Pardon ? Je fais signe. Ah d'accord, très bien. Et peut-être simplement pour finir sur vos 3 questions, d'abord dire que sur le fret ferroviaire, nous avons une stratégie nationale qui sera présentée au Parlement dans les prochains mois. Nous avons eu l'occasion d'en débattre ici, mais d'ores et déjà des actes ont été posés, puisque pendant le cœur de la crise, nous avons à la fois soutenu les différents opérateurs, nous avons baissé les péages, nous investissons massivement dans les infrastructures portuaires et ferroviaires de manière à mieux connecter ce mode au mode maritime au sens large. Sur la logistique urbaine, de la même façon, nous investissons massivement sur les ports de manière à en faire des vraies zones industrielles ou portuaires dans le contexte du Brexit, où vous savez que nos amis et néanmoins concurrents parfois anglais ont des plans extrêmement dynamiques. Et enfin sur l'aérien, avant de répondre à votre question sur l'éco-contribution routière, sur l'aérien, je pense que là aussi nous sommes dans un moment d'inflexion tout à fait particulier, parce que d'abord la transformation technologique est tout à fait importante, que du fait de l'industrie aéronautique française et européenne qui est d'envergure mondiale, nous sommes en capacité là d'influer très concrètement cette transformation écologique et industrielle. Et je pense qu'il y aura des réflexions à mener au niveau international, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, de manière à beaucoup mieux intégrer la dimension environnementale. Enfin, pour préciser peut-être ce qui a été présenté en Conseil des ministres ce matin, le projet de loi 4D prévoit effectivement une expérimentation de transfert des routes aux régions. C'est une expérimentation qui se fait sur la base du volontariat pour 5 ans, avec une liste des routes transférables qui sera publiée par décret sous 2 mois post-adoption du projet de loi 4D en question. Et je pourrai revenir, si vous voulez, au gré des questions avec davantage de précision. Voilà, Monsieur le Président, au préalable, quelques mots de cadrage. Très bien, merci Monsieur le ministre pour ces propos concret. Je vais donner la parole au rapporteur, à Philippe Tabarot. Et puis après, aux 2 rapporteurs de la mission, Madame Bonnefoy et Monsieur Pointreau. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je souhaiterais vous interroger sur 5 points, Monsieur le Ministre. Le texte prévoit plusieurs dispositions sur la décarbonation de transport routier, de voyageurs et de marchandises. Peu de dispositions concernent le développement des modes ferroviaires et fluviales, on vient d'en parler, alors que même nous percevons une importante volonté des acteurs d'avancer sur ces sujets. En témoigne la démarche de 4F sur le fret ferroviaire, le travail en cours sur la définition d'une stratégie pour le développement du fret ferroviaire ou encore la signature du contrat de performance entre VNF et l'État. Pourquoi avoir fait ce choix ? Alors que vous en parlez régulièrement, que je l'ai répété également, je crois, à M. Papinouty hier lors de nos auditions. Je reconnais tout ce que votre gouvernement fait en la matière ou prévoit de faire en la matière. Et pourquoi ne pas l'avoir inscrit dans la loi ?
notamment au niveau des objectifs. Seriez-vous favorable à l'ajout de dispositions sur ces sujets et qu'on grave dans le marbre de la loi les objectifs, notamment de multiplier par 2 la part du fret ferroviaire et du fret fluvial dans notre report modal en France? Deuxième point. Une question qui a déjà été abordée par notre président. Je voudrais appuyer ses propos sur l'éco-contribution. Nous avons eu connaissance du projet d'ordonnance, enfin, hier matin, cher Jacques Fernic, du projet d'ordonnance pour la collectivité européenne d'Alsace. Mais nous avons grandement besoin d'éclairage sur la manière dont vous envisagez le dispositif concrètement. Nous nous interrogeons par exemple sur les risques de concurrence interrégionale, sur les éventuels reports que pourrait causer la mise en place d'une écotaxe régionale ou encore sur l'articulation concrète du dispositif entre les régions et les départements. Quelles seront les possibilités en matière d'assiette et de taux qui financera notamment les coûts de collecte? Et vous essayez de nous l'expliquer, nous le comprenons un tout petit peu mieux depuis ce matin, mais nous n'avions pas compris pourquoi vous donniez cette possibilité aux régions avant même de leur donner la compétence à travers la loi 4D. Nous pensons que ça a été fait à l'envers. Troisième point, je souhaiterais vous interroger sur l'articulation entre d'une part l'article 25 qui prévoit un nouveau jalon dans la décarbonation des transports terrestres avant la fin de vente des poids lourds neufs d'ici 2040 et l'article 30 qui vise à supprimer l'avantage fiscal sur le gasoil routier d'ici 2030. Pourquoi cette différence entre 2030 et 2040 et pourquoi vous ne parlez pas suffisamment de biocarburants qui, à notre avis, pourrait être une solution intermédiaire par rapport à ces différentes échéances? Quatrième point, concernant un sujet que vous appréciez tout particulièrement, je le sais, l'aérien, l'article 36. J'aimerais savoir et comprendre la méthodologie ayant conduit à retenir le seuil de 2h30. Je sais que ce n'était pas le seuil que souhaitait initialement la Convention citoyenne. S'agit-il du seuil en deçà duquel il est généralement considéré que l'aérien est plus chronophage que le ferroviaire, considérant notamment les temps de transport vers l'aéroport, le centre-ville ou encore les contrôles de sécurité? Je note par ailleurs que le projet de loi dispose qu'il pourra, entre guillemets, être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance. Majoritairement est important, je l'imagine, par rapport à votre réflexion. Quels critères précis seront retenus pour établir que le service aérien assurera majoritairement un transport de passagers en correspondance? Suite à l'application de cette dérogation, pouvez-vous dire quelles seront les lignes directement concernées par cette interdiction? Convenez, Monsieur le ministre, que le dispositif proposé n'est pas très fiable. Alternativement, une dérogation s'appliquant directement aux passagers en correspondance plutôt qu'aux lignes a-t-elle été envisagée? Ne permettrait-elle pas d'atteindre plus directement l'objectif fixé par l'article 36, à savoir limiter les émissions des vols intérieurs pour des trajets intérieurs pouvant se faire en moins de temps en train, sans pour autant empêcher nos concitoyens de recourir à l'aérien pour prendre une correspondance? Enfin, l'article 38 sur l'aérien, quand Olivier Jacquin aura terminé de commenter les actions. Cher Olivier, Monsieur le ministre, l'article 38, on voit apparaître pour la première fois en droit français la notion de compensation carbone. Je rappelle que pour être efficace, une compensation carbone doit remplir 4 critères cumulatifs. La mesurabilité, les émissions évitées doivent être comptabilisées sur la base d'une méthodologie certifiée. La vérifiabilité, la permanence, les émissions doivent être évitées pendant un certain nombre d'années. Enfin, l'additionnalité, les émissions n'auraient pas réduite en l'absence du projet. Des doutes sont régulièrement émis quant à l'efficacité des mécanismes de compensation. Au regard de ces critères, une étude de 2016 du HOCO Institut, un institut allemand, comme son nom ne l'indique pas, de recherche sur l'environnement, estime que sur 5600 projets publiés, 85 d'entre eux avaient une faible probabilité d'assurer les réductions d'émissions promises et l'additionnalité du projet. Ne faudrait-il pas
à tout le moins profiter du projet de loi pour définir pour la première fois en droit français la notion de compensation carbone et inscrire dans le droit la nécessité de remplir ces 4 critères cumulatifs. D'une manière générale, Monsieur le Ministre, ne pensez-vous pas avoir, à travers ce projet de loi, stigmatisé le transport aérien que vous connaissez pourtant très bien et qui, notamment en ce moment, ne mérite pas ces procès d'intention? Enfin, Monsieur le Ministre, comme j'ai eu l'occasion de le dire à la ministre Pompili la semaine dernière, je m'inquiète des nombreuses mesures de taxation et d'interdiction proposées dans ce titre. Dans le contexte que nous connaissons, je crois que l'acceptabilité de nos concitoyens mise à rude épreuve ces dernières années, j'ai peur qu'elle ne soit pas au rendez-vous. La volonté de contenter tout le monde, ce en même temps écologique, ne va-t-il pas montrer ses limites à travers ce projet de loi climat ? Merci. Madame Bonnefoy, au titre de la mission Information Transport. Merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Ministre. La mission d'information donc sur les impacts environnementaux du transport de marchandises va rendre son rapport la semaine prochaine, comme ça a été dit. Vous en serez bien évidemment destinataire. Nous avons beaucoup travaillé avec mon collègue Rémy Pointreau. La décarbonation du secteur est bien sûr une question essentielle, mais les gaz à effet de serre ne sont pas la seule externalité négative causée par le transport routier, en particulier, pour le transport routier en particulier. En effet, et nous les avons entendus, nombre d'élus et de citoyens sont de plus en plus préoccupés par d'autres nuisances importantes générées par le transport des marchandises, des poids lourds, notamment ceux en transit, et notamment lorsque ces poids lourds empruntent le réseau secondaire au lieu d'emprunter les autoroutes pour économiser quelques euros. Je vous l'ai déjà dit, j'illustre encore une fois mon propos pour ce qui se passe dans mon département, mais ça se passe également ailleurs. Donc sur la route nationale 10, au lieu de prendre l'autoroute pour économiser quelques euros, on prend l'autoroute gratuite, c'est-à-dire la route nationale 10. Conséquence: insécurité routière, dégradation de la chaussée, nuisances sonores, émissions de particules, métaux lourds dans les sols, déchets, etc. Cette situation de quitter l'autoroute pour prendre la nationale, c'est ce qu'on appelle les fuites. Et donc, nombre d'élus souhaiteraient pouvoir prendre des arrêtés restreignant la circulation sur donc, cette partie, c'est ce qu'on appelle donc, ces fuites, sur ces secteurs de voirie. Mais les démarches semblent extrêmement complexes. Donc, ma première question, ne pensez-vous pas que nous pourrions envisager un dispositif qui serait similaire à celui des zones à faible émission, zones à faible émission qui concernent les agglomérations, les métropoles, les villes uniquement. Donc un dispositif similaire mais qui concernerait d'autres parties du territoire, y compris des parties plus rurales, et donc qui s'appuierait sur les externalités négatives du transport routier, c'est-à-dire au-delà des problématiques de pollution de l'air, et donc qui permettrait aux élus locaux de pouvoir prendre des arrêtés donc de restriction de circulation, et donc de mieux réguler cette circulation, en attendant peut-être qu'un jour, bien évidemment, et c'est notre vœu, les marchandises puissent aller sur le rail, par exemple. Aujourd'hui, la seule réponse qui est apportée, c'est des mesures de restriction de circulation qui sont prises par les préfets, à savoir limitation de vitesse, interdiction de doubler, etc. Mais ce sont des mesures qui ne sont absolument pas respectées. C'est le cas, j'illustre pour mon département, 900 PV à l'année pour 10 000 poids lourds jour. Donc, on voit bien l'état de la situation. Il y a un mois à peine, une personne est décédée, un automobiliste, en rentrant dans un poids lourd stationné sur une bande d'arrêt d'urgence, donc un stationnement interdit. Et le poids lourd a pu repartir en s'acquittant de l'amende alors qu'il y avait un mort. Aujourd'hui encore, les poids lourds sont stationnés au même endroit, sachant bien évidemment que lorsqu'ils quittent ce stationnement, c'est un poids mort qui quitte la nationale, alors que les véhicules arrivent à 110 km/h, donc vous imaginez l'impact possible. Donc on voit bien que les mesures de restriction qui sont aujourd'hui mises en place par les préfets ne suffisent pas. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille renforcer ces mesures de restriction,
tant pour les préfets que de contrôle, avec même si les contrôles ont été renforcés, avec des amendes qui soient des amendes beaucoup plus fortes, donc beaucoup plus dissuasives. En résumé, puisque il me semble qu'il n'est pas possible d'obliger les poids lourds, et ceux en transit en particulier, à prendre les autoroutes, on pourrait au moins tout faire pour essayer de les dissuader de prendre les voies secondaires, donc les nationales et les départementales, en renforçant et en facilitant l'arsenal des restrictions qui pourraient être mises en place par les élus ou par les préfets. Et donc voilà, ma question porte sur ces sujets qui sont extrêmement prégnants, tant pour les élus que pour les riverains. Merci pour votre réponse. Et aussi pour l'environnement. La parole est à Rémy Pointreau. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, donc la mission que nous menons avec ma collègue Nicole Bonnefoy a permis de mettre en lumière également le fort potentiel des modes massifiés en matière de réduction des émissions carbone, mais également de polluants atmosphériques et de nuisances. Il ne faut pas bien sûr opposer les modes, et il est clair que renforcer la compétitivité du fer et du fluvial, qui ne représente, je vous rappelle, qu'à peine 15%, voire 14% du fret de marchandises, eh bien c'est un levier puissant de transition écologique. Votre gouvernement a engagé un certain nombre de chantiers sur le sujet ferroviaire en particulier, avec notamment des investissements dans le réseau ferré. Cependant, les travaux de la mission et notamment l'audition des représentants des opérateurs céréales, notamment Accéréales, une grosse coopérative française, une des premières, ont illustré que la qualité de l'infrastructure n'était pas le seul obstacle au développement du rail. De nombreuses entreprises engagées dans le fret ferroviaire ont indiqué que la procédure très rigide d'attribution des sillons, le risque d'annulation et de retard avec des pénalités très importantes de la part de SNCF Réseau vis-à-vis des entreprises, et puis la complexité des relations avec SNCF Réseau constituait des freins très importants au report modal. Alors que nos pratiques de consommation évoluent et demandent toujours davantage d'immédiateté, le ferroviaire doit devenir un mode à la fois flexible et réactif s'il veut rester pertinent et concurrencer la route. Il paraît donc évident que SNCF Réseau doit réformer son mode de fonctionnement. Est-ce qu'elle en a la volonté? Je l'espère. Et que le recours au fer ne soit pas vu comme une contrainte, parce que dans toutes les auditions, on a pu constater que de nombreuses entreprises ne croyaient plus au report modal du fait de la difficulté de pouvoir mettre en fonction des trains de marchandises. Alors, Monsieur le Ministre, quelles sont vos orientations pour renforcer la souplesse et la qualité de service du rail, afin que ce mode puisse enfin correspondre aux vrais besoins des entreprises? Monsieur le ministre, je vous propose de répondre à nos trois rapporteurs. D'autant que le panier est déjà chargé, Monsieur le Président, mais je vais essayer de faire ça en bon ordre. Peut-être pour commencer par les propos de Monsieur le rapporteur sur le vecteur et le mode ferroviaire et fluvial. Je ne reviens pas sur les investissements que nous avons consentis, vous les connaissez maintenant bien. Moi, par nature, je suis toujours favorable au débat politique et parlementaire, donc nous étudierons et nous vous répondrons au moment requis sur ces différents sujets. Vous connaissez parfaitement les contraintes des articles 40-45, mais voilà, là-dessus, ouverture pour avoir ces discussions. Sur les sujets de l'éco-contribution poids lourd, peut-être que le plus simple, c'est de vous donner l'exemple de celle qui serait mise en place pour la communauté européenne d'Alsace. Pour vous dire d'abord que le gouvernement l'a fait à la demande de plusieurs régions, notamment Grand Est et Île-de-France. L'objectif, c'est de donner la possibilité aux régions d'instituer une contribution assise sur le transport routier de marchandises. La nature juridique de cette contribution ne sera pas préalablement définie dans la loi. Les collectivités sont libres de faire le choix d'une redevance, par exemple, ou d'une taxe.
Et par ailleurs, certains départements ou les départements pourront demander à l'appliquer sur certaines routes départementales pour éviter les reports de trafic dont vous avez les uns et les autres fait mention. Par exemple, pour l'ordonnance CEA, donc de la collectivité européenne d'Alsace, le contenu de cette expérimentation, c'est bien une taxe et non une redevance pour service rendu. Le redevable est le propriétaire du véhicule et un équipement électronique embarqué sera obligatoire pour les véhicules assujettis à la taxe. Ça pose la question là où en tout cas ça répond pour partie au sujet du contrôle et éventuellement de la sanction. Et plusieurs marges de manœuvre sont à la main de la collectivité en question, notamment l'exemption des véhicules, le réseau précis taxable ou encore les taux kilométriques et les modulations. Voilà par l'exemple ce que pourrait préfigurer d'autres expérimentations dont j'ai rappelé le cadre dans mon propos précédent. Sur les biocarburants, peut-être préciser la philosophie du gouvernement sur le sujet. D'abord, les biocarburants dont nous parlons sont en quantité limitée. Donc l'objectif, c'est de les prioriser sur les mobilités les plus lourdes, qui par nature sont celles qui sont les plus difficiles à électrifier. Donc c'est ce que nous faisons. Sur le troisième sujet que vous avez évoqué, qui était le sujet aérien, j'essaie de ne pas oublier au fil de l'eau les sujets, le sujet aérien et les 2h30, dire d'abord que le secteur aérien a résisté. Il a résisté notamment pour l'industrie aéronautique et vous voyez qu'aujourd'hui Airbus a annoncé la mise en place d'une chaîne d'assemblage de l'Airbus A321 à Toulouse. Et le grand risque aurait été effectivement pour l'industrie aéronautique de gripper la machine, notamment son implantation française, et tant les grands groupes, les donneurs d'ordre que les PME ont bien résisté. Et aujourd'hui, le trafic aérien est très largement reparti en Asie. En Chine, il était à 110% de son niveau de 2019. En Amérique du Nord, autour de 80%. L'Europe, aujourd'hui, connaît un redémarrage un peu plus poussif de l'ordre de 40%. Mais les choses vont aller en s'améliorant. Sur les critères objectifs pour définir les 2h30, d'abord dire que c'est des critères de temps de transport point à point. Sur les exceptions qui peuvent être faites, les exceptions portent notamment sur les taux de correspondance, donc majorité égale 50%, et nous avons voulu préserver évidemment les hubs, notamment le hub du Roissy-Charles de Gaulle, mais je rappelle aussi qu'Orly est un hub pour les vols outre-mer. Tout ça se fait évidemment dans la concertation avec les élus. L'objectif que nous faisons avec cette règle des 2h30, c'est d'abord nous assurer de la connectivité des territoires, du désenclavement. Vous savez que le gouvernement a une politique sur les lignes d'aménagement du territoire pour permettre ou maintenir l'attractivité du territoire. J'ai souvent pris le Grand Massif central comme exemple, mais je crois que cela illustre bien le propos. Par ailleurs, et vous le savez, quand une ligne à grande vitesse est mise en œuvre, elle assèche un peu mécaniquement le trafic aérien. On l'a vu sur Paris-Strasbourg, on l'a vu sur Bordeaux-Paris, on l'a vu sur Avignon, assez mécaniquement. Et en quelques mois, l'aérien, en tout cas les clients de l'aérien, se reportent sur le TGV, notamment pour les trajets point à point. Et puis d'une manière générale, sur le soutien du transport aérien, à la fois les exploitants aéroportuaires, les compagnies aériennes et l'industrie aéronautique. C'est un peu ce que je disais dans mon propos liminaire, c'est que la transformation, elle est très rapide. Elle va demander de s'organiser par phase. D'abord, effectivement, massifier la production de biocarburants de deuxième génération. Évidemment, nous préparer à la transition technologique. C'est le 1,5 milliard qui a été investi sur 2 ans, notamment pour préparer l'hybridation et le saut technologique vers l'avion à hydrogène. Et je dois dire que quand je vois les projets qui sont présentés à la fois en France, en Europe et de par le monde, les choses avancent là aussi beaucoup plus vite que prévu. Et puis dans cette phase de transition, dans laquelle nous ne disposons pas encore de la rupture technologique, la compensation est un élément intéressant. Évidemment, il y a le sujet du prix de la compensation, le sujet de la qualité des projets présentés, puis le sujet de la territorialisation des projets. Il est évident que c'est plus intéressant, de notre point de vue, de financer des projets de compensation qui sont français, territorialisés, et à des coûts qui sont abordables pour l'ensemble des parties prenantes. Je regarde si vous aviez posé la question effectivement des lignes concernées. Pour préciser que les lignes concernées en l'état sont les lignes Orly-Bordeaux, Orly-Nantes et Orly-Lyon. Mais vous savez que le sujet connexe, c'est évidemment la restructuration du groupe Air France,
qui se produit en même temps, qui avait d'ailleurs débuté avant la crise. Et donc nous aurons un certain nombre de lignes qui soit vont être transférées à sa filiale Transavia, soit vont être reprises par d'autres opérateurs. Mais j'avais déjà prononcé le chiffre d'environ une dizaine de lignes au global qui ne verront pas de reprise. Et donc la connectivité aérienne, au moins dans ce premier temps, est amenée à diminuer. Tout ça se passant dans un moment où nous avons très largement réinvesti dans le ferroviaire. Pour répondre à Madame la sénatrice Bonnefoy, dire peut-être que ce que j'ai essayé d'avancer ou d'illustrer au travers à la fois du projet d'éco-contribution poids lourd et du projet d'expérimentation dans la loi 4D, ce sont des dispositifs qui seront à la disposition des territoires et qu'il n'est pas impossible d'envisager une expérimentation sur l'axe que vous défendez ardemment, en rappelant toutefois que beaucoup de travaux ont été faits et que les arrêtés ne peuvent... que tous les arrêtés doivent être conformes évidemment à la réglementation européenne que vous connaissez fort bien. Pour répondre, pour finir, à monsieur le sénateur Cointreau, là aussi je ne reviens pas sur tout ce que nous faisons pour la compétitivité du fer et du mode fluvial. Quelques chiffres quand même, j'avais dit tout à l'heure 11 milliards du plan de relance, 5 milliards pour le ferroviaire, mais des investissements considérables sur les infrastructures portuaires. On voit bien que, en général, les marchandises ne transitent pas par le rail parce que les connectivités aux grands pôles d'échanges multimodaux, notamment les ports, sont mal réalisées. Nous avons réinvesti beaucoup sur l'outil portuaire. La qualité des infrastructures au sens large, vous le savez, elle a été dégradée par la vétusté que nous connaissons aujourd'hui, par le sous-investissement chronique. Nous avons un plan de régénération qui est tout à fait important. La disponibilité des sillons, c'est un sujet complexe parce qu'en vérité, avec la croissance du TGV, là je parle du mode ferroviaire, la croissance du TGV, l'extension des horaires et les travaux de rattrapage, nous savons très bien que nous avons un réseau qui, jusqu'en 2023 au moins, subit, notamment la nuit, beaucoup de travaux et donc diminue la disponibilité des sillons. Et donc on a cette équation à plusieurs inconnus où on doit à la fois rattraper très fortement le travail fait sur le réseau lui-même, soutenir les opérateurs sur le prix, parce qu'on sait très bien que le sujet, c'est qu'aujourd'hui, quand vous passez un conteneur entre Perpignan et Rungis, c'est 30% moins cher sur la route que par le rail. Et donc, ça fait partie, là aussi, des dispositifs que nous avons mis en place pour le soutien aux opérateurs et la baisse du prix des péages. Et puis évidemment, nous assurer que l'opérateur du réseau, SNCF Réseau, remplisse son office, fait sa tâche, lui-même subissant, ou en tout cas mettant en œuvre de très grandes transformations. Donc nous essayons de mener tout ça de concert, mais j'avais eu l'occasion de le dire, c'est un travail énorme qui est fait actuellement, avec des améliorations de qualité de service qui ne se verront finalement qu'à compter de 2023, tant les travaux sur le réseau sont considérables. Voilà en quelques mots, Monsieur le Président. Et peut-être que si j'ai oublié des points, j'y reviendrai au cours des prochaines réponses. Tout à fait. Monsieur Chevrollier, il est où, Guillaume? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, comme toute l'économie, le secteur des transports est face à un défi majeur de la décarbonation. Vous l'avez évoqué. Et c'est un secteur qui... La filière automobile française, le secteur du transport automobile et les constructeurs automobiles français ont déjà connu des phases d'adaptation, des évolutions législatives conséquentes ces dernières années. Et là, ils doivent encore s'adapter à des nouveaux caps que vous nous fixez. Moi, je voudrais avoir une question assez ouverte à vous poser en direction justement quel message pour les constructeurs et pour les utilisateurs des véhicules automobiles très nombreux dans nos territoires ruraux, comment vous concevez l'usage de l'automobile dans les prochaines années. Un des axes forts de votre projet de loi concerne les véhicules lourds, les poids lourds qui seront interdits, les véhicules lourds diesel seront interdits à la vente en 2040, donc c'est des enjeux considérables pour ce secteur des transports, et donc il faut trouver la bonne équation pour assurer la viabilité à ces acteurs essentiels de la logistique de notre pays. Donc pour changer, il faut avoir une organisation, une planification avec un calendrier qui soit réaliste. Quand est-ce que précisément vous pouvez garantir à ces acteurs économiques que les motorisations propres seront disponibles en masse pour l'ensemble des acteurs économiques? Comment accompagner ces entreprises? Il y a les grandes entreprises françaises de transport, mais aussi beaucoup d'entreprises, des PME, des entreprises de taille intermédiaire dans ce secteur-là,
qu'il faudra accompagner avec une planification. En tout cas, c'est un souhait de la profession. J'en viens sur le point du ferroviaire. Vous avez indiqué qu'il était capital. Moi, je voudrais vous alerter sur les conventions de desserte, parce que c'est bien d'assurer la promotion du ferroviaire, mais dans les territoires comme le mien, Laval, nous sommes à 70 minutes de Paris en TGV, et il faut maintenir des dessertes de TGV. C'est capital pour l'attractivité de nos territoires. Et vous le savez, la crise sanitaire a amené une baisse du nombre de trains, une baisse de la fréquentation. Donc on demande à ce que les dessertes soient maintenues telles que ça existait avant. En tout cas, pas de diminution du nombre de trains. Ça, c'est capital. Et là, on attend vraiment un soutien de l'État dans ce domaine-là, parce que dans les négociations avec la SNCF, il est vraiment capital de maintenir ce qu'on a aujourd'hui, et avec les références qui ne seront pas les références de 2020 compte tenu de la crise sanitaire, voire prendre des références d'avant-crise sanitaire, voire ou d'après, mais prendre le temps pour maintenir des dessertes dans nos territoires. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Fernic. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être rapide. J'ai 3 sujets. Sur l'article 27, les ZFE mobilité, Monsieur le Ministre. Donc mon souci porte sur la bonne articulation à trouver entre les collectivités locales qui mettent et mettront en place le dispositif de façon adaptée à leur territoire, et l'État et la loi qui doivent en faire assez pour donner l'orientation et l'obligation d'agir, mais pas trop, sous peine d'empêcher les collectivités concernées d'avoir les coudées franches pour convaincre, concerter, adapter, accompagner, ce qui est déterminant pour la réussite du dispositif. Là-dessus, je pense qu'il serait bon que notre Sénat arrive à convaincre l'Assemblée qu'il faut certes être ferme sur les objectifs d'amélioration de la qualité de l'air, mais qu'il serait contre-productif de vouloir que chaque ZFE avance au même rythme selon un calendrier fixé par la loi, des restrictions progressives des différentes catégories critères. En clair, l'Eurométropole de Strasbourg, par exemple, où il a paru nécessaire que l'ensemble des communes soient dans les ZFE, ce qui n'est pas rien, et qui ambitionne notamment l'interdiction des critères 2 en 2028, et donc une dédiésélisation, j'y suis arrivé, conséquente, serait particulièrement contrariée dans sa démarche si elle devait appliquer à la lettre le calendrier voté pour l'instant par l'Assemblée sur les critères 5 2023, les 4 24 et les 3 en 2025. L'enfer est pavé de bonnes intentions, ça serait clairement le cas si on ne laissait pas la main à la souplesse locale, surtout si elle est ambitieuse. Sur l'article 32, la contribution poids lourd pour les régions volontaires. Là-dessus, l'expérience alsacienne m'amène à pointer 4 problèmes. La nécessité de ne pas traîner quand il y a volonté politique régionale sur le sujet. Là-dessus, il faut que l'État sache accélérer ce qui dépend de lui, les ordonnances nécessaires. Ça bouge enfin pour l'Alsace, on l'a vu depuis hier matin. Mais entre 2005, l'amendement de Bure, et 2018, la loi sur la CEA, avouez que les camions chassés par la taxe allemande ont eu le temps de faire des dégâts, d'autant que votre ordonnance, c'est ce qui m'inquiète, prévoit encore 6 ans maximum de délai devant nous avant la mise en œuvre. Le deuxième problème, c'est l'effet de bord. Le caractère localisé et volontaire de cette contribution va susciter des transferts indésirables de trafic. Le troisième problème, c'est d'assurer des conditions précises qui rassureront les transporteurs en assurant la répercussion automatique du coût sur les chargeurs, sous forme de bas de page obligés sur les factures. Le quatrième problème, et votre projet d'ordonnance essaie d'y répondre, c'est de toucher bien davantage les transports qui posent souci, les trajets longs, les trajets très émetteurs, plutôt que les petits trajets des transporteurs locaux pour lesquels le transfert modal est impossible. Autrement dit, une taxe kilométrique progressive différenciée en fonction de la classe d'émission euro, avec des exonérations possibles. Et je voudrais être bien sûr d'avoir compris que la marge de 3,5 à 12 tonnes qu'indique l'ordonnance, le projet d'ordonnance, est bien la fourchette dans laquelle la collectivité pourra choisir le seuil de déclenchement de la taxe. Donc cette taxe touchera d'évidence tous les poids lourds au-dessus de 12 tonnes, mais pas les véhicules utilitaires légers en dessous de 3,5. Enfin, mon troisième sujet, si je n'ai pas trop débordé, c'est sur le vélo. Le développement récent du vélo montre combien nos objectifs de 9% de part modale en 2024 et 12% en 2030 sont à notre portée. Pour y parvenir, le développement des infrastructures sécurisées est essentiel. Certes, les financements, vous l'avez dit, ont atteint aujourd'hui un niveau bien meilleur par le passé, mais ne faut-il pas passer encore à un autre registre d'intervention ? Nos collectivités locales ont besoin d'un accompagnement encore renforcé avec un fonds vélo d'une ampleur nouvelle. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Monsieur Gold.
Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. La loi mobilité de décembre 2019 avait fixé comme objectif ambitieux, je cite, d'améliorer concrètement la mobilité au quotidien de tous les citoyens et dans tous les territoires grâce à des solutions de transport plus efficaces, plus propres, plus accessibles. Le projet de loi climat réitère cette intention en disposant en son article 25 bis que l'État se fixe pour objectif d'accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants par une action ciblant en priorité les zones à faible émission mobilité. Cet objectif est couplé à celui de la fin de la vente des véhicules particuliers neufs émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre, prévu à l'article 25. Apporter à tous et partout des solutions alternatives à la dépendance à l'usage de la voiture individuelle est un véritable défi, particulièrement en zone rurale, où la voiture individuelle est bien souvent le seul moyen pour se déplacer au quotidien. Dans ce sens, la loi a offert la possibilité aux intercommunalités de devenir autorités organisatrices des mobilités en prenant la compétence et plus de 900 communautés sont concernées et devaient donc décider avant le 31 mars 2021. Alors, au-delà de la loi climat, est-ce que vous pouvez nous donner déjà un bilan du nombre de PCI qui ont choisi de se doter de la compétence mobilité ? Ces alternatives peuvent être envisagées dans les EPCI les plus peuplés, notamment les métropoles, les communautés d'agglos, les territoires les moins peuplés, eux, où la voiture individuelle reste souvent évidemment le seul moyen de locomotion. Ces territoires-là sont plus compliqués à appréhender. Au-delà du verdissement de la flotte des voitures individuelles, à quelle échéance peut-on espérer une offre de transport plus importante et plus durable dans les zones les moins desservies aujourd'hui et sous quelle forme innovante, sachant que la loi climat n'apparaît pas comme un outil au service des transports, n'apparaît pas vraiment en tous les cas comme un outil au service des transports au milieu rural. Merci. Je vais donner la parole à M. Blanc et après je proposerai au ministre de répondre à 4 collègues avant de donner la parole aux 4 autres collègues derrière. Oui. Merci. Merci, Monsieur le Président. Une question très très brève. Quand on examine ce texte, il n'y a qu'un seul article, c'est l'article 14 qui fait référence à la recherche. On sait pourtant que sur la mobilité, c'est à travers la recherche qu'on apportera des réponses importantes pour la décarbonation de la mobilité. Alors, le texte, cet article 14, mentionne que il y aura une meilleure articulation des objectifs de la stratégie nationale bas carbone dans les définitions des priorités stratégiques. Est-ce que vous ne croyez pas, Monsieur le Ministre, que ce texte pourrait être une belle occasion de préciser cette stratégie, notamment dans 3 domaines qui sont essentiels, le domaine de l'hydrogène, le domaine des batteries et le domaine des véhicules hybrides? On sait qu'aujourd'hui, un frein à la commercialisation des véhicules hybrides, c'est le peu de kilomètres autonomes avec les batteries électriques. Monsieur le ministre, si vous voulez bien répondre à mes collègues. De beaux sujets. Merci, Monsieur le Président. Pour commencer avec Monsieur le sénateur Chevrollier, qui rejoint peut-être d'ailleurs pour partie la question de Monsieur le sénateur Blanc, la vision du gouvernement sur le transport automobile, elle est double au moins. D'abord, je le disais, c'est une très grande transformation technologique que nous voyons, qui a commencé d'ailleurs pour partie outre-Atlantique, qui s'est accélérée côté allemand suite au scandale du Dieselgate. Et aujourd'hui, on voit bien que l'ensemble des constructeurs mondiaux se tournent vers l'électrique avec une très grande dynamique. Ça consiste pour les constructeurs d'abord à se doter de l'offre. Je pense notamment aux constructeurs français, européens, qui bien souvent, vous le savez, ont une dimension internationale. Ça consiste pour l'État, auprès des acteurs privés et des collectivités, d'investir dans les infrastructures de recharge. Je le disais tout à l'heure, 540 000 bornes dans les entreprises, chez les particuliers, et les 100 000 bornes qui doivent nous assurer l'itinérance. Et puis ça suppose d'être au rendez-vous du soutien au prix. C'est le même sujet d'ailleurs sur les camions et les véhicules industriels. On voit bien que le sujet, c'est de savoir combien et pour combien de temps on arrive à accélérer, ou en tout cas à amorcer, et comment on arrive à accélérer la maturité de ces différents marchés en très grande transformation. Sur les véhicules utilitaires légers et les camions industriels, la logique est la même. Sur l'aspect construction, les Français sont en plus particulièrement bien positionnés sur les VUL, avec
on prend l'exemple du Kangoo et du Master, des parts de marché nationales qui sont tout à fait importantes. Et sur l'aspect régulation, l'objectif, c'est bien évidemment, et vous l'avez dit, d'user de la souplesse maximale. Vous avez parlé de l'exemple de Strasbourg qui vient de repousser d'1 an le passage aux sanctions pour poursuivre la phase pédagogique, notamment s'agissant de leurs ZFE. Cela est évidemment cette phase de pédagogie tout à fait nécessaire. Et sur l'aspect souplesse vis-à-vis des véhicules utilitaires légers, c'est une attention que nous avons, précisant que le calendrier de sortie des vignettes critères auxquels vous avez fait référence ne concerne pas les VUL. L'adaptation se fera agglo par agglo, comme elle le souhaite en fonction du contexte local. Sur la dernière question, s'agissant du ferroviaire et des conventions de desserte, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de le dire devant votre Assemblée, mais que la SNCF a prolongé pour 2022 les conventions actuelles et que nous commençons à discuter pour 2023. En tout cas, que SNCF va commencer à discuter pour les conventions 2023 de desserte dans les prochaines semaines et que l'État, évidemment, les suivra, ces conventions, avec toute l'attention requise. Pour répondre à monsieur le sénateur Féric sur ces différentes questions, je commence peut-être par la fin sur le vélo. Le vélo qui est un des grands succès finalement des crises successives, avec une très grande augmentation de la part de ses pratiquants. Ça avait commencé au moment des grandes grèves des transports, et ça s'est poursuivi très largement pendant toutes les phases d'ailleurs de confinement et déconfinement que nous avons vécu. Nous avons au total quasiment un paquet financier d'1 milliard d'euros quand on cumule ce que font les collectivités, l'État et la dimension européenne. Vous vous souvenez que nous avons créé un fonds ad hoc en 2018 doté de 350 millions d'euros en 7 ans. Nous avons 3 appels à projets qui sont déjà engagés avec 323 territoires bénéficiaires. Et je le disais tout à l'heure, plus de 30% des pistes cyclables sécurisées depuis 2017, soit 10 000 km. Le coup de pouce vélo est évidemment un succès. Ça permet d'ailleurs de créer aussi une nouvelle filière, de réinsérer beaucoup de personnes hors emploi, et notamment des publics difficiles ou sortis depuis très longtemps de l'emploi. Donc c'est tout à fait bénéfique sur le plan social. Et en cumulé, si on prend simplement l'étage national, cela représente 400 millions d'investissements entre 2018 et 2020, accessibles à toutes les collectivités. Sur le sujet de l'ordonnance de la CEA, donc je l'avais dit, elle est prévue au 1er juin et ce sera le cas pour une mise en place au 1er janvier 2024. Et vous me posiez la question des différents paramètres, notamment du paramètre de la masse ou du poids total en charge. Cela fait partie des paramètres à discuter au niveau local, comme l'ensemble ou un certain nombre de paramètres que j'ai pu évoquer à l'occasion de la question de monsieur le sénateur Tabarot. Sur les questions de monsieur le sénateur Gold, peut-être dire ou préciser qu'à date, nous avons 50% des Comcom, des collectivités, des EPCI au niveau national qui ont demandé la prise de compétences, donc un grand pas qui a été franchi. Dans certaines régions, je pense notamment aux régions Normandie, Grand Est et Pays de la Loire, c'est plus de 90% des Comcom qui ont pris cette compétence, et en Bourgogne-Franche-Comté, un peu plus de 75%. La mission maintenant, c'est évidemment d'accompagner pour que les choses soient réellement efficaces le déploiement des nouveaux services de mobilité. Je pense notamment aux lignes BHNS que vous connaissez bien, aux garages solidaires, en passant par le transport à la demande. Et vous connaissez l'ensemble des appels à projets qui permettent, ce faisant, de disposer de moyens pour le faire. Je pense notamment au 4e appel à projet des transports en commun en site propre. Et peut-être pour finir, répondre à la question de M. Blanc, qui n'est pas tout à fait décorrélée de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le sujet de la très grande transformation technologiques que nous vivons et pour lesquels les Français doivent évidemment répondre présent. La vision du gouvernement, c'est que sur le véhicule léger, nous avons l'électrification qui va s'imposer, qui s'impose déjà beaucoup, que l'hydrogène va plutôt intéresser les mobilités les plus lourdes, les trains, les bus, les cars, peut-être demain l'hydrogène, mais là le saut technologique était un peu plus lointain. Et vous avez raison de pointer certaines limites, ou en tout cas certaines conditions pour la réussite des moteurs hybrides. Mais
pour moi, le sujet, c'est un sujet de recherche appliquée, c'est un sujet de stratégie aussi. Nous le voyons bien, ceux qui réussissent aujourd'hui dans l'électrique ont non seulement eu l'intuition de poursuivre une politique de développement très dynamique de leur offre pure électrique, mais ils ont aussi très largement investi dans ce qu'on appelle la supériorité technologique. La détention de la propriété intellectuelle sur la cartographie, sur la navigation, sur les senseurs, sur les algorithmes, sur l'intelligence artificielle, bref, sur ce qui fera la valeur ajoutée dans l'automobile de demain. Et c'est donc là aussi, en dehors des sujets de recherche stricto sensu, que les acteurs français, qui, je l'ai dit, ont une dimension souvent européenne et mondiale, doivent aussi très largement investir de manière à être dans cette course de la supériorité technologique et commerciale, et donc dans leur capacité à trouver leur clientèle. Voilà, Monsieur le Président, en quelques mots. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Filleul. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voulais revenir sur un sujet déjà évoqué par nos excellents rapporteurs, l'absence du fluvial dans le projet de loi climat. En effet, le président de la République avait dit qu'il reprendrait sans filtre les propositions de cette convention citoyenne. Or, pour reprendre les propos de la Convention citoyenne, je vais la citer, elle dit « Notre ambition est de redonner une place plus grande au train, au fluvial et au maritime dans le transport de marchandises, car 19% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au transport, dont les poids lourds, et les poids lourds en sont l'origine. Notre intention est de réduire significativement la part des poids lourds dans le transport de marchandises global en offrant des solutions pour mieux combiner les différents modes de transport de marchandises, plus de trains, plus de fluvial ou de maritime. Ne pensez-vous pas qu'il y a vraiment une occasion manquée alors que nous avons le réseau un des réseaux fluviaux les plus importants d'Europe, qu'il va y avoir la construction du canal Seine-Nord? Ne pensez-vous pas qu'il y a un travail significatif à faire en faveur du fluvial, en dehors des investissements que vous avez évoqués et qui sont significatifs? Je pense par exemple à la politique fiscale. La politique fiscale française favorise encore les modes de transport les plus émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants de l'air. Cette politique ne favorise pas, et c'est le moins que l'on puisse dire, le report vers des modes de transport moins polluants. Et je voulais vous poser la question de savoir si le projet de loi de finances 2022 allait prévoir une modification de la fiscalité pour favoriser le fluvial et surtout pour supprimer le dégrèvement supplémentaire sur le gazole accordé au transport routier de marchandises afin de le mettre progressivement au même niveau de fiscalité que les automobilistes particuliers. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Je vais donner la parole à Monsieur Mandelli. Merci, Président. Monsieur le Ministre, je voulais tout d'abord, cela a été évoqué par un certain nombre de collègues et vous l'avez fait vous-même, dire qu'effectivement, de gros efforts ont été réalisés sur, à la fois, même si ça peut nous paraître insuffisant encore, sur le fluvial, le maritime et le ferroviaire. Et cela a été permis, je tiens à le dire, parce que nous avons, dans le cadre de la LOM, sanctuarisé les recettes de la FIT en réaffectant une partie de la TICPE poids lourds et des particuliers qui avaient été un engagement pris au moment de l'abandon de l'écotaxe. En échange de l'abandon de cette écotaxe à l'époque, les professionnels s'étaient engagés à financer au travers d'une TICPE supplémentaire de 4 et 2 centimes respectivement les coûts d'infrastructure. Donc ma question elle est liée à cette fiscalité. D'ailleurs, Martine Filleul vient de l'évoquer, mais moi j'irai encore un peu plus loin. Est-ce que la baisse ou l'exonération, la suppression de l'exonération de TICPE pour les professionnels pourrait être affectée en partie, ça reste à définir, entre autres à la FIT et éventuellement à l'ADEME également, pour financer la transition, parce que cette suppression de l'exonération, de fait, si on ne l'affecte pas entre guillemets, elle ira, comme toujours, dans le tonneau des Danaïdes du budget de l'État et ne contribuera pas à la transition écologique.
Et je prolonge ma question, puisque c'est du même ordre, et je rejoins en cela les propos du président et du rapporteur, l'excellent rapporteur Philippe Tabarot. Et il m'a dit la semaine dernière que j'avais été excellente, donc je lui renvoie à la politesse. Voilà. Nous sommes très bien éduqués dans cette famille. Sur la fameuse taxe redevance, contribution, on l'appelle comme on veut au niveau régional. Moi, je souligne le manque de cohérence également avec un texte 4D qui nous arrive, dans lequel on va retrouver encore un volet donc mobilité transport. Transférer la compétence éventuellement même pour une expérimentation de 5 ans aux régions, voire aux départements par convention. Et vous avez cité l'exemple de la communauté d'Alsace et vous avez évoqué un appareil embarqué. Et je me dis, 13 régions, éventuellement 13 taxes aux redevances, 13 appareils embarqués, plus ceux des départements. Comment tout cela se gère? Moi, je suis assez d'accord pour qu'on puisse laisser aux collectivités locales la liberté de faire ou de ne pas faire. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut centraliser, que ce soit cohérent, parce que ça veut dire que les entreprises, par exemple, vont recevoir 13 factures pour un passage d'un bout à l'autre enfin, pas 13 factures, parce qu'ils ne feront pas toutes les régions, mais peut-être que si, quand même. Donc, c'est la double peine aussi pour les transporteurs français, qui paieront la TICPE plein pot et qui paieront ces taxes aux redevances. Enfin, voilà, moi, je voulais citer l'exemple de l'Île-de-France, puisque la présidente s'est déjà prononcée en disant voilà, ça nous intéresse de mettre en place cette redevance et elle sera affectée à la transition énergétique. Donc 2 volets dans ma question, donc le volet national TICPE, AFIT, ADEME, et puis un volet affectation également du produit de ces taxes aux redevances à la transition dans les régions. Je vais donner la parole en visio à M. Louis-Jean de Nicolaï. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, beaucoup de questions ont été déjà posées. Moi, je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit mon collègue Guillaume Chevrollier très justement sur les conventions de desserte locale et notamment sur ce que vous avez annoncé d'une discussion avec la SNCF pour 2023. Je pense que si on veut que la voiture diminue et qu'elle soit au profit du train, du ferroviaire, il faut qu'il y ait véritablement un meilleur accord entre les lignes LGV, notamment la SNCF, et les TER régionaux. On arrive souvent à rater pour 2 minutes un train, un TGV, et que par conséquent, on est obligé de prendre sa voiture pour faire 20 ou 30 km de plus pour trouver une gare TGV complète. Donc je crois qu'il y a un vrai travail de coordination et j'espère que les collectivités seront associées à cette coordination entre la SNCF et les trains régionaux pour que ça soit plus efficace. Et puis je me permets aussi de vous rappeler que peut-être la suppression des lignes aériennes entre Nantes, Bordeaux et autres pourra amener à la fois l'augmentation de lignes LGV, de trains sur les lignes LGV supplémentaires. On espère que la SNCF n'augmentera pas ses tarifs puisqu'elle aura un monopole sur ces lignes-là par rapport à l'avion et que deuxièmement, beaucoup de riverains, malgré le plan de relance où ils n'ont rien eu, attendent des protections phoniques plus importantes, surtout si le trafic augmente. Donc je crois qu'il y a un véritable effort. Alors ce n'est pas tout à fait le climat, mais c'est la résilience de la vie sur Terre de la part des personnes et des riverains des lignes LGV. Je vous remercie. Merci, chers collègues. C'est vrai que l'isolation phonique, c'est un sujet que notre collègue ramène souvent parce qu'il y a des difficultés effectivement dans son département et des bruits assez importants dus à la ligne LGV. Et je revenais sur la question d'Yves Mandeli, effectivement sur la mise en place de éco-contribution, on l'appellera comme on veut. C'est vrai qu'il y a des régions qui sont peut-être candidates, mais il y aura des effets de bord pour les autres régions. Et comment tout ça va se dérouler, comment on va se mettre en œuvre. Dernier intervenant, Madame Havet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais revenir sur l'ordonnance permettant aux régions d'instituer des contributions sur la circulation des véhicules de transport routier.
Si cette disposition semble attendue, en fait, dans certaines régions, comme l'indiquait mon collègue tout à l'heure, elle ne l'est pas dans toutes, notamment la mienne. D'ailleurs, les acteurs économiques bretons nous font part de leur inquiétude vis-à-vis de cette disposition. Notre situation péninsulaire, si elle a parfois des avantages, elle a aussi parfois un handicap. Je pense notamment au transport de marchandises de secteurs comme l'agroalimentaire, souvent confrontés aux fluctuations des cours et dont les marges financières sont très étroites. Je souhaite donc me faire le relais de ma région et notamment de sa partie la plus occidentale. À cela s'ajoute la suppression du dispositif de remboursement partiel de la TICPE. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est une priorité pour tous, mais la puissance publique doit accompagner structurellement ces transitions. Aussi, dans le prolongement des discussions de ce texte au Parlement, je serai favorable à un grand plan de développement du fret ferroviaire, pour laquelle la Bretagne, de fait de sa situation géographique, pourrait servir de territoire test. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler les intentions du gouvernement sur ce point? Je vous remercie. Merci. J'avais dit que madame avait été la dernière intervenante. Non, il y aura monsieur Jacquin. Merci, Président. J'avais deux questions, mais intervenant à la fin, je vais pouvoir revenir sur un certain nombre de questions qui vous ont été posées et dont les réponses me semblent insuffisantes en vue du passage dans l'hémicycle de ce texte important. Celle de mon voisin Jacques Fernic sur le vélo. On imagine qu'avec la révolution du vélo, le vélo assistance électrique, une augmentation du fonds vélo, et des associations de référence proposent une augmentation de 300 millions d'euros à peu près. Alors vous allez dire c'est beaucoup pour du vélo. Ben, je ne trouve pas. Ramener à l'habitant, c'est 7,50 € par an et par habitant. Ramener à des travaux d'infrastructures importantes, par exemple le projet de nouvelle gare TGV à Nice, c'est presque ce montant-là. Je ne suis pas contre le projet de nouvelle gare à Nice, mais j'essaie de donner des ordres de grandeur. Dans certains cas, on n'hésite pas, et puis dans d'autres, on hésite. Je souhaite revenir aussi sur la première question de mon président de commission, qui vous a clairement dit, voilà, la stratégie fret et logistique va être amenée après le passage du texte. Vous nous avez dit qu'il serait possible, on verrait, de prendre en compte certaines de nos propositions. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis à cet endroit? Et puis, la question que je souhaitais vous poser était sur l'éco-contribution. Alors, je trouve que l'ordonnance, et je remercie Contexte de l'avoir diffusée, le projet d'ordonnance, et je salue le fait qu'elle vienne maintenant, je tiens à le dire, à vos services, a un certain nombre d'aspects assez intéressants. Lorsque le texte a été voté au Sénat, nous avions obtenu, dans cette logique qui prévalait pour l'instituer sur l'A35 en Alsace, qu'il y ait un parallèle avec l'autoroute A31 sur le Sillon-Lorrain. Ensuite, à l'Assemblée, on nous l'a retoqué. Donc je pense que votre proposition permettrait de satisfaire à cette exigence. Mais j'ai une question technique. Pourquoi l'ordonnance de l'écotaxe Alsace commence à partir de 3,5 tonnes de tonnage? Là, je pense qu'on aura des effets périphériques sur les véhicules utilitaires légers, ces petits véhicules qui circulent en surcharge, sans chronotachygraphe, sans contrainte de temps du week-end et qui peuvent traverser les villes. Et là, j'ai vraiment une question importante. J'ai vu que vos services avaient réussi à exonérer d'écotaxes alsaciennes un certain nombre de professionnels qui feront des usages locaux des autoroutes. Je pense qu'il y avait moyen de voir cette question-là. Et donc, j'insiste sur les questions qu'ont posées mon collègue Mandelli sur cette écotaxe façon puzzle appliquée au niveau national et la vue d'ensemble qu'on n'a pas. Je n'imagine pas... Autant je pouvais comprendre ce qui s'est passé sur l'A35 et son extension à l'A31, autant ramener à toute la France à l'initiative des régions, on n'a pas de vision d'ensemble. Et j'insiste aussi sur la question de mon collègue, sur la question du verdissement des flottes pour l'acceptabilité par les transporteurs d'une nouvelle
Ecotas, il faut absolument les accompagner sur des changements de motorisation. Je pense aux camions électriques qui ne sont pas prêts pour tous les usages, mais pour les usages de courte distance au quotidien, style 150-200 km de cabotage à l'intérieur d'une région, il y a des solutions techniques qui fonctionnent, il faut pouvoir les accompagner. Puis ma question que je souhaitais vous poser était en rapport avec, et j'en aurais fini, Président, la question d'un loupé, je crois, la loi d'orientation des mobilités, qui a eu la sagesse de proposer qu'il n'y ait pas de zone blanche de mobilité en France et de couvrir le pays d'autorités organisatrices de mobilité. J'ai signalé, souligné qu'un certain, et nous l'avons fait au Sénat collectivement à l'unanimité, qu'un certain nombre de communautés de communes ne disposaient pas de base de taxes versement mobilité parce qu'elles ont trop peu d'entreprises de plus de 11 personnes. Nous avions à l'unanimité proposé un dispositif qui permettait de recourir à un taux réduit de versement mobilité complété par une dotation. Et ça ne doit pas être très coûteux parce que ces territoires ne doivent pas être très très nombreux. J'ai par ailleurs suggéré qu'on travaille sur la définition du transport régulier qui permet de lever le versement mobilité. Pour l'instant, le décret, alors c'est du réglementaire, ne permet pas de lever le versement mobilité si on fait du transport à la demande. Je vous ai donné l'exemple du covoiturage courte distance sur ligne virtuelle. Dans quelle mesure ne pourrions-nous pas faire entrer ce genre de disposition dans le décret pour pouvoir lever le versement mobilité pour des politiques de mobilité beaucoup moins coûteuses que celles classiques des transports en commun urbains autour de la définition actuelle du transport régulier. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Monsieur Jacquin est toujours précis, Monsieur le Président. Je vais essayer de répondre en commençant par Madame la sénatrice Filleul. Pour peut-être citer deux chiffres, d'abord dire que nous avons très largement dans nos travaux essayé de redonner une dynamique favorable et positive au continuum portuaire, fluvial et maritime. Deux chiffres. Quand on regarde ce continuum, nous avons investi sur le plan de relance seul 400 millions d'euros, donc sur le fluvial, sur le maritime et le portuaire. Et j'ai signé, il y a peut-être maintenant 10 jours, la convention décennale avec Voies navigables de France pour 3 milliards sur 10 ans, qui permet à la fois d'œuvrer sur les travaux de régénération pour les grands gabarits, et puis donc pour le fret, et d'apporter des réponses tout à fait pertinentes sur le trafic de plaisance en lien avec les collectivités qui sont considérées. Mais pour le dire, on a le même sujet sur le fluvial aujourd'hui qu'on avait avec le ferroviaire avant le plan petite ligne, le sujet de la vétusté des infrastructures et donc le besoin d'avoir un travail et des opérations de régénération qui sont très importantes. Sur le sujet des externalités, dire que l'article 31 voté ou modifié à l'Assemblée prévoit que les externalités de transport puissent et doivent être même compensées en étudiant notamment les opportunités pour le fluvial. C'est un ajout, je pense qu'il pourrait être utilement peut-être encore enrichi dans votre Assemblée. Sur les différentes questions de Monsieur le sénateur Mandelli, bon, d'abord être en accord avec ce que vous avez dit sur le sujet de la sanctuarisation des recettes de l'AFITF, dans un moment où nous allons continuer à avoir besoin de recettes pour les infrastructures. Les différents plans de rattrapage français, européens et même internationaux témoignent de l'actualité et du besoin d'infrastructures publiques comme d'un support tout à fait essentiel à cette grande transformation économique et industrielle que j'évoquais tout à l'heure. La philosophie actuelle du gouvernement, c'est de compenser la baisse de l'avantage fiscal actuel pour le transport routier de marchandises et de le compenser par un renforcement des aides à la transition, y compris d'ailleurs pour les véhicules industriels les plus lourds. Nous parlions tout à l'heure de l'aide de 50 000 € par exemple sur les camions électriques et je reviendrai dans un instant. Le sujet à la fois du fléchage de la TICPE, on connaît ce débat ici et ailleurs sur l'affectation des taxes, mais ce qui est sûr c'est que 1, les besoins seront importants et que 2, la nature même de la TICPE, si on raisonne un peu moyen-long terme, sera mise en question puisqu'elle est assise aujourd'hui sur des produits énergétiques qui sont amenés à, en volume, diminuer beaucoup puisqu'on parle, dans les hypothèses que nous avons, à 2040-2050, à la fois de la fin de la vente des véhicules thermiques
et de la diminution drastique de ces carburants, notamment pour les véhicules particuliers qui sont le cœur du sujet. Sur les questions de monsieur le sénateur de Nicolaï, d'abord peut-être pour parler rapidement de la protection phonique des LGV, dire que des travaux sont en cours sur les LGV Pays de la Loire, Bretagne, avec 11 millions d'euros qui sont prévus et 5 millions d'euros qui ont déjà été conventionnés pour les premiers murs phoniques, et que les travaux sont en cours avec la région, en tout cas des discussions sont en cours avec la région de Nouvelle-Aquitaine, des travaux sont programmés et nous sommes en attente du retour de la région. Sur le sujet de l'articulation LGV-TER, en tout cas TGV-TER, nous avons souvent ces demandes. Nous essayons tant que faire se peut de fluidifier les échanges entre la SNCF et les territoires, et notamment les régions, et souvent cela prospère convenablement. Sur le sujet global, enfin plus global et intéressant, et même essentiel de l'attractivité et de la transparence tarifaire, un exemple, nous avons évidemment demandé à la SNCF d'accompagner cette reprise ou ce nouveau déconfinement pendant l'été. La SNCF a consenti de mettre... même a pris l'initiative plutôt pour leur rendre hommage d'avoir une politique d'attractivité tarifaire pour l'été tout à fait dynamique, 5 millions de billets à moins de 39 €, et puis une politique d'incitation pour les jeunes, avec les jeunes de moins de 12 ans qui pourront bénéficier de billets à 8 € tout l'été, et puis des packages ou des offres groupées avec le TER qui vont permettre d'accompagner ce mouvement et donc de l'attractivité tarifaire. Ceci doit être couplé avec la politique de transparence tarifaire que j'ai demandé à la SNCF, à la fois pour donner de la visibilité aux clients et pour éventuellement, le cas échéant, c'est dur de respirer sous ce masque, le cas échéant, de pouvoir reparler des sujets importants, notamment des baisses de la TVA, mais qui aujourd'hui, je le dis de façon très, très sincère, ne trouveraient pas d'efficacité dès lors qu'on n'a pas des mécanismes de transparence tarifaire efficaces. Pour répondre aux 55 questions de monsieur le sénateur Jacquin, d'abord dire que sur le plan vélo, nous avions, je le disais, mis en place un plan vélo de 350 millions d'euros, enrichi au moment du plan de relance de 200 millions d'euros. C'était zéro avant 2017. Et ça nous a d'ores et déjà permis de financer ou de sécuriser le financement pour 11 000 km de pistes dans un mouvement qui ne se dément pas et qui va croissant. Là aussi, la France est en train de résorber son retard sur le sujet. Sur les questions de fret et de logistique et de l'apport du Sénat, je le dis vraiment sans malice, vous avez été d'une aide peu précieuse sur les sujets portuaires, notamment portés par votre ancien collègue, monsieur Baspard. Donc moi, j'aborderai dans un esprit ouvert les discussions que nous aurons en séance pour voir s'il y a matière à trouver convergence. Sur les sujets de l'accompagnement, plus précisément sur l'offre, notamment des poids lourds et l'offre électrique, nous avons donc mis en place cette aide à la transition de 50 000 €. Je le dis de façon tout à fait sincère là aussi, cette aide elle a été peu demandée pour l'instant parce que le surcoût dans le moment que nous connaissons est important et nous aurons très certainement à renforcer, en tout cas moi je le souhaite, ces aides à la conversion. Je prends un exemple, aujourd'hui le surcoût il est quasiment de 200 000 € pour l'acquisition d'un camion électrique. L'Allemagne fait 100 000 € d'aide, la Californie 150 000 € d'aide. Donc tout ça, évidemment, l'effort à porter sur le plan financier est très très fort au départ, mais dès lors qu'on massifie la production, on arrive à baisser les coûts. Et l'idée, c'est quand même que nous puissions, sur ces offres, bénéficier d'une offre française et européenne qui soit majoritaire. Donc tout ça doit s'accompagner ou se compléter de façon harmonieuse. Et enfin, sur les sujets de fiscalité, et notamment les sujets de versement mobilité et de complément, moi je serais ouvert à avoir cette discussion. J'imagine qu'en loi de finances, nous aurons aussi à en redébattre, mais ça renvoie à la question de monsieur le sénateur Mandelli tout à l'heure. Et enfin, sur le sujet du ciblage des 3,5 tonnes, bon là d'abord l'idée c'était normativement, réglementairement de cibler les poids lourds qui commencent à 3,5 tonnes. Et c'était une demande particulière de la collectivité européenne d'Alsace de ne cibler que les poids lourds, d'où la référence explicite à ce chiffre de 3,5 tonnes. Et le tout sera précisé évidemment dans l'ordonnance. Voilà, Monsieur le Président, en substance ce que je pouvais vous dire aujourd'hui.
Merci, monsieur le ministre, pour la qualité de cette audition. Et merci à mes collègues pour l'intérêt de leurs questions. Et vous voyez que le débat est largement ouvert et que beaucoup de points restent en interrogation, mais que notre Assemblée ne manquera pas de faire un certain nombre et de grandes propositions dans le cadre du débat que nous serons amenés à mettre en place à partir du 14 juin prochain. Merci, monsieur le ministre, et bonne soirée.